le meilleur. Par exemple, je suis rentré sur le Bitcoin quand il était à 2000 $. Il est monté jusqu'à 20 000 et j'en avais beaucoup. Donc, mais j'étais potentiellement pas riche, mais voilà, j'avais beaucoup de. Tu étais à l'aise financièrement. J'étais à l'aise financièrement, on va dire. Et après, comme on dit, au lieu de vendre quand c'était au sommet ou un peu moins haut, bon, j'ai revendu beaucoup plus bas. Bon, j'étais toujours en plus-value, mais au lieu que ça soit fois 10, c'était fois 2. Donc, Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. bonjour à tous, Salim Benabès, j'ai 38 ans, je suis le cofondateur et le président de Yildi. Yildi, c'est une start-up fintech qui a pour but d'aider la jeune génération à investir sur les marchés financiers. Et donc, on les accompagne à travers une application qui va intégrer du conseil, justement du conseil adapté au profil de chaque utilisateur, de l'éducation financière, parce qu'on estime qu'il y a un manque énorme d'éducation financière en France, pas simplement pour les jeunes d'ailleurs, et la plateforme d'investissement qui permet justement d'investir dans des actifs tels que les actions ou les ETF. Donc, je suis ravi d'être là et de répondre à tes questions. D'accord, bah merci. On va passer en revue aujourd'hui pas mal de questions sur l'actualité des finances et ce qui se passe entre autres, et tu vas pouvoir nous répondre parce qu'on sait que du coup tu as un sacré background, si je puis me permettre, dans le domaine financier et dans le secteur aussi de l'investissement. Donc comme première question, je vais te demander quels sont pour toi les principaux facteurs aujourd'hui qui influencent les marchés financiers. Aujourd'hui, c'est une question difficile parce qu'en fait, les marchés financiers sont influencés par beaucoup de facteurs. On peut citer, là, on va se concentrer sur les principaux facteurs. Il y a les facteurs politiques et géopolitiques, donc comme on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, donc ça a eu un impact sur les marchés financiers, sur le pétrole, le prix du pétrole. Donc il y a un impact clairement politique et géopolitique. On peut citer donc les guerres, les conflits, les élections. Bientôt, on va avoir les élections aux États-Unis qui ont toujours un impact important sur les marchés. Les élections de tous les pays, du coup, qui influencent. Des pays importants quand même. D'accord. Ça va être beaucoup les États-Unis et quelques pays d'Europe. Un changement de leadership en Chine aussi, c'est évidemment très important. Donc il y a les facteurs politiques, géopolitiques. Il y a les facteurs macroéconomiques. Et là, on peut citer principalement, comme effet important, il va y avoir à la fois le taux de croissance, c'est-à-dire une économie, si elle est en croissance ou pas, ça a un impact sur les marchés financiers. Il y a évidemment l'inflation qui a un impact majeur parce que l'inflation va jouer sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus l'inflation est élevée, plus les banques centrales des grands pays développés vont avoir tendance à augmenter les taux d'intérêt, ce qui va avoir un effet plutôt négatif, voire très souvent négatif sur les marchés financiers. C'est ce à quoi on a assisté l'an dernier, pardon. Donc voilà, facteur macroéconomique, c'est important. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui vont avoir plus micro. Là, ça va être typiquement les résultats des entreprises. C'est-à-dire la saison des résultats, c'est toujours très suivi par les investisseurs parce que c'est là qu'on peut savoir si tel ou tel secteur ou telle entreprise est à le vent en poupe ou plutôt connaît une passe difficile. Donc il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer, mais les principaux, je dirais, événements politiques, géopolitiques, événements macroéconomiques, banque centrale, et évidemment événements microéconomiques, résultats des entreprises. D'accord. Peut-on prédire les crises financières qui vont arriver et quels sont les facteurs en fait, qui mèneraient à ces crises financières? C'est une question très difficile parce que celui qui peut dire quand est-ce qu'on peut prévoir une crise financière, c'est quelqu'un qui, si on a ce pouvoir-là, on peut devenir extrêmement riche. Donc on peut savoir si à tel moment, on peut savoir si à telle date il va y avoir une crise financière. On peut se positionner, shorter et se placer vraiment pour tirer bénéfice de ces crises. Non, on peut jamais prévoir les crises. Par contre,
on peut évaluer le taux ou la probabilité de la survenance d'une crise. Et ça, c'est quelque chose où on va utiliser plusieurs facteurs pour l'estimer. Typiquement, si je te prends l'exemple de la crise des subprimes en 2008, qui est la dernière grande crise financière, il y a eu la crise du Covid, mais qui était vraiment liée à un contexte sanitaire, donc c'est assez différent. La crise des subprimes, beaucoup d'économistes l'avaient prévu parce qu'il y avait beaucoup d'actifs qui étaient extrêmement surévalués. Il y avait l'impact de l'immobilier où on voyait qu'il y avait des actifs liés à l'immobilier qui étaient très surévalués et effectivement il y avait des économistes qui l'avaient prévu. Aujourd'hui, il y a certains secteurs qu'on peut estimer être potentiellement porteurs de crise ou pas vraiment de crise, je parlerais plus de bulles spéculatives. C'est-à-dire que, pour revenir à l'histoire, on a eu, à l'époque, il y a eu une des bulles les plus connues, c'était la bulle Internet, qui avait explosé au début des années 2000. Tu es trop jeune pour le savoir, mais parce que tu fais partie de comme on a dit, la génération digital native. Donc, pour toi, Internet, ça a toujours existé. Moi, j'appartiens à la génération qui a connu les deux. Donc, l'avant Internet. Il y a vraiment une différence entre les deux. Oui, voilà. Et c'est effectivement entre 95 et 2000, 2001, 2002, il y a eu une bulle spéculative qui était incroyable sur l'Internet, où tu avais des capitalisations boursières monstrueuses sur les sociétés Internet. À l'époque, je peux te citer les Yahoo, Google déjà, Amazon, AOL, il y a Microsoft peut-être. Microsoft évidemment. Donc il y a eu beaucoup de sociétés et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les valorisations étaient très importantes et sur des sociétés qui n'avaient pas vraiment les résultats qui étaient en face, qui justifiaient ces valorisations. Et à un moment donné, il y a eu l'explosion de la bulle. Ce qui fait que tu as des sociétés les marchés se sont effondrés, beaucoup de sociétés sont allées au tapis. Et donc ça, on pouvait le prévoir. Quand tu as des valorisations qui sont très très importantes, on peut prévoir qu'à un moment donné, le marché va finir par retrouver la vue, comme on dit. Et voilà. Aujourd'hui, c'est difficile d'estimer ce qu'on peut prévoir des crises, mais effectivement, il y a certains secteurs, typiquement, je parlerai de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui effectivement est un secteur qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui, qui est très très populaire et où les valorisations sont spectaculaires. C'est pas un secteur qui est peut-être, à un moment donné, on va atteindre des valorisations tellement importantes que on serait peut-être dans une bulle. Et là, si cette bulle explose, ça peut faire très mal. Donc, mais après, c'est difficile parce qu'en même temps, c'est des sociétés. Si je te prends un exemple de l'IA, la société un peu emblématique aujourd'hui qui profite de l'IA, c'est un peu Nvidia et qui fabrique les puces pour l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, Nvidia est effectivement extrêmement valorisée, mais Nvidia est très rentable. C'est une société qui est rentable et qui est en pleine croissance. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué de parler de bulles et donc de crise. Après, oui, tu peux avoir des crises. Si je devais lister les crises qu'on pourrait connaître dans les prochaines années, tu as la crise dans le secteur peut-être des véhicules électriques, parce qu'on peut avoir des ventes qui ne sont pas à la hauteur. Tu peux avoir une crise énergétique si on n'arrive pas à assurer l'approvisionnement énergétique voilà, notamment depuis ce qui s'est passé en Ukraine. Tu peux avoir une crise aussi, la crise de l'inflation semble être maîtrisée, je dis bien semble être maîtrisée, mais rien n'est à exclure. Il y a la crise climatique qu'il ne faut pas exclure aussi. La crise climatique peut avoir aussi un effet très important sur les marchés, hein, parce que si tu te retrouves avec des villes qui pendant des mois ne fonctionnent pas à cause de chaleur trop élevée par exemple, ça peut avoir un effet potentiellement catastrophique. Donc voilà. C'est très difficile. On peut prévoir, on peut établir des scénarios, c'est ce que je voulais dire, établir des scénarios, mais prévoir des crises. Celui qui va te dire l'an prochain à telle heure, il va y avoir. C'est d'un coup. C'est sauf à lire dans une. C'est ça, ça ramène au monde magique. C'est un peu du Nostradamus. C'est ça. D'accord, bah merci. Je t'en prie. Alors, cette question, je pense que c'est plutôt important. Et du coup, je pense que pas mal de monde aimerait savoir quel conseil toi tu donnerais pour quelqu'un qui commence à investir.
Alors, c'est une très bonne question. C'est en même temps une question difficile. Je pense que déjà, il faut faire le cheminement psychologique de dire c'est pas quelque chose qui est réservé aux autres. Il faut arrêter de penser que l'investissement est réservé aux autres. Ça, c'est une erreur fondamentale. L'investissement aujourd'hui est ouvert à tout le monde, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques Ça, années, c'est il plus fallait développé. avoir, ça s'est vraiment démocratisé. Et nous, on essaie à notre, évidemment, à notre petite échelle de contribuer à cette démocratisation, mais l'investissement aujourd'hui n'a jamais été aussi ouvert. Vous pouvez investir dans des milliers d'actifs, dans des milliers de secteurs qui étaient à l'époque réservés à une toute petite élite, qui étaient des institutionnels ou des gens extrêmement riches. Donc aujourd'hui, vous pouvez y aller, donc c'est pas réservé aux autres, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est se former et apprendre. Il faut apprendre. Donc il faut pas. On peut pas se lancer comme Il ça y a, et directement faire il de y a rien de l'argent. pire qu'aller faire que suivre des hypes, que de se dire ah il y a une hype là sur tel ou tel crypto, tel ou tel actif, ah j'ai entendu que Nvidia ça marche, ah, je vais mettre toutes mes économies, je vais faire du all-in. Franchement, si vous voulez jouer votre argent, allez plutôt sur les paris sportifs ou Le allez sur casino. si c'est ce que vous aimez, D'accord. allez vers ça. N'allez pas vers l'investissement. L'investissement c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'étudie. Donc prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de lire les articles économiques. Regardez aujourd'hui, il y a énormément de contenu sur les plateformes, sur YouTube, même sur TikTok, même sur Instagram. Vous avez vraiment du bon contenu. Essayez même d'élever un peu le niveau et d'aller plutôt sur la presse un petit peu spécialisée, un peu les Échos, le Wall Street Journal, The Economist. Il y a beaucoup de magazines très intéressants. Donc suivez les podcasts et formez-vous et apprenez. C'est pas difficile, c'est pas de la physique nucléaire, c'est pas réservé encore une fois à une Non, élite. D'accord. Franchement, c'est très accessible, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, consacrer du temps pour justement se former et réussir à ce que j'appellerais former sa thèse d'investissement. Une fois que vous avez formé votre thèse d'investissement, donc vous savez dans quoi vous voulez investir, c'est-à-dire ou dans quoi vous ne voulez absolument pas investir, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire un travail de listing d'actifs. Nous, on est là pour vous aider et il y a beaucoup d'outils. On n'est pas les seuls, mais nous, en tous les cas, on se propose de vous aider à le faire. Et à partir de là, il faut se jeter à l'eau. C'est pareil avec Yieldy, il ne faudra pas que se reposer sur Yieldy. Non, Yieldy est un outil qui va vous aider qui va vous faciliter. conseiller, vous éduquer. Mais évidemment, il faut se former sur toutes les. Il y a beaucoup de médias qui sont là pour vous aider, pour vous former. Mais je pense, moi, c'est une nature, enfin, c'est mon opinion. Il n'y a rien de mieux pour se forger sa thèse d'investissement que d'essayer en fait, de voir beaucoup de sons de cloche, de prendre telle ou telle opinion, c'est-à-dire prendre le maximum d'opinions, le maximum de thèses pour se forger sa propre opinion. Il ne faut pas écouter juste un son de cloche. Si vous écoutez juste un gourou de l'investissement ou un économiste ou une star des marchés ou un trader star, si vous faites que le suivre lui, potentiellement vous pouvez vraiment perdre gros. Donc il faut essayer de vous former votre thèse et ensuite commencez, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau, pas avec, évidemment, on va répéter des règles. Vous n'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin à court terme. Ça, c'est la règle de base. Vous n'investissez que de l'argent que vous avez épargné, c'est-à-dire dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Vous investissez, vous pouvez commencer avec des petits montants. On peut commencer à investir 100 euros, 200 euros, 1000 euros, tout dépend de vos moyens. C'est pas directement obligé de partir sur des gros montants. Voilà, pas du tout, au contraire. Donc c'est même mieux de commencer avec des petits montants. Il y a beaucoup de méthodes où vous pouvez approvisionner votre compte d'investissement de manière régulière, c'est-à-dire mettre tous les mois par exemple 100 euros. C'est un peu pour lisser le risque. Pour avoir. Et voilà, donc pour résumer, après évidemment on pourra rentrer dans les détails dans le prochain rendez-vous, mais voilà, c'est premièrement casser la barrière de dire que c'est fait pour les autres. C'est pas fait pour les autres, ni financièrement, ni d'un point de vue intellectuel. C'est fait pour vous aussi. C'est la première des choses. Deuxième des choses, vous former et apprendre, et se faire conseiller par les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire les conseillers en investissement financier, les gens spécialistes qui ont un statut, pas peut-être qu'on en parlera plus tard, pas des gourous, influenceurs qui sont je ne sais où. Ça, par contre, il faut énormément se méfier de ça. On peut en parler plus tard. Et troisièmement, se jeter à l'eau, pas forcément avec des gros montants. On peut commencer avec des petits montants et de manière intelligente et régulière.
Voilà, c'est mes 3 conseils. Et par rapport à ça, par rapport à ta réponse, je voulais savoir ce que tu pensais du copy trading, parce que je sais que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes parlent en ce moment. J'aimerais savoir quel est ton avis dessus. Bah écoute, le copy trading, ça a été popularisé par la fameuse plateforme verte, dont je ne citerai pas le nom, qui est très connue. Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Je suis pas pour ou contre en fait. C'est une méthode qui peut marcher. C'est une méthode. Moi, je comprends que quelqu'un qui n'est pas peut-être pas le temps, qui est plus dans une logique suiveuse, qui veut pas, enfin voilà, qui veut pas prendre trop de risques et tout, aille copier un trader présenté comme étant une référence. C'est ça. Franchement, c'est pas choquant du tout. Après, j'ai quand même un bémol à apporter sur ça, c'est que, et franchement, c'est pas juste un disclaimer, les performances passées ne sont pas, comment on dit, ne sont pas prescriptives ou ne sont pas un indicateur des performances futures. C'est pas parce que quelqu'un a été excellent les 3 dernières années qu'il va être excellent l'année. Pas du tout. Au contraire, ce que nous montrent les statistiques, c'est pas le cas du tout. Donc, au contraire, il va avoir tendance à prendre encore plus de risques parce que voilà, il a énormément confiance en lui. Donc, la confiance, c'est un peu l'ennemi du risque. Hein. Quand on est très confiant, on prend plus de risques et là, on peut potentiellement perdre. Donc, oui, le copy trading, pourquoi pas. Sur tout son investissement, je pense que c'est pas à conseiller. Mais sur une partie de l'investissement, ça reste. C'est comme si c'était de la gestion d'actifs. Hein. C'est comme de la gestion d'actifs. C'est comme si tu confiais ton portefeuille à un gestionnaire d'actifs. Donc là, tu le confies à un trader considéré comme une référence. Après, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais en fait, ce copy trading est basé avant tout sur les performances passées. Et parce que tu peux avoir des performances, moi ça m'est arrivé, tu peux avoir des années où tu as des performances exceptionnelles parce que tu as parié sur un actif qui a vraiment marché, tu as eu de la chance tout simplement, tu étais dans une excellente conjoncture, voilà, donc tu peux avoir des années vraiment exceptionnelles, ça ne veut pas dire que tu es un investisseur exceptionnel. Tu n'es pas Warren Buffett pour autant. Tu vois, tu n'as pas 50 ans de performance annuelle. Donc encore une fois, copy trading, oui, pas de problème, mais pas tous vos actifs, ne mettez pas vos œufs dans le même panier et il faut faire juste attention. Voilà. Ok, donc on en revient sur la diversification du coup de ces actifs. Absolument, ouais. Et donc j'aimerais savoir quelle est l'importance pour toi de la diversification du coup des actifs dans son portefeuille. Ah écoute, c'est clé, hein. C'est très très important. Dans la théorie financière, c'est de l'investissement financier, c'est ce qu'il y a de... On n'a pas trouvé mieux que la diversification du portefeuille pour réduire le risque. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous donne un exemple tout bête parce que là, on s'adresse à tout le monde. On n'est pas dans une réunion de spécialistes de la finance ou pas. On s'adresse à tout le monde. Ne pas diversifier, ça veut dire tout simplement se restreindre. C'est-à-dire que vous avez 10 000 euros, vous allez mettre 10 000 euros sur une action Nvidia. Sur des actions Nvidia, donc parce que vous pariez, vous êtes à fond sur Nvidia. Ça peut être un très bon pari. Nvidia peut continuer à exploser, vous pouvez faire x2, x3, ça peut le faire. Ça peut être aussi catastrophique. Si Nvidia publie des mauvais résultats, que l'IA, qu'on se rend compte subitement que l'intelligence artificielle n'est pas à la hauteur, parce qu'on parle de 3 000 milliards de dollars de marché et tout, finalement on se rend compte que c'est plutôt, voilà, ça aide à la productivité, mais c'est du 400-500 milliards. Là, pour le coup, le marché est sans pitié. Hein. Tout ce qu'avait pris Nvidia, il va le perdre. Et là, vous pouvez diviser votre argent par 2, voire par 3. Donc, voire tout perdre voilà. Dans certains cas. La diversification, c'est de se dire, je mets un peu de Nvidia, je mets un peu de Microsoft, je mets un peu voilà, d'un actif de société qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans la tech, qui peut être dans le pétrole, qui peut être dans les énergies renouvelables, qui peut être dans l'automobile, qui peut être... En fait, la diversification, c'est pas simplement des sociétés différentes, c'est des secteurs différents, c'est des typologies d'actifs différents. Donc, aller sur de la société en croissance, type Tesla ou Nvidia, mais aussi des sociétés purement de rentabilité, en fait, ce qu'on appelle les value. Donc, les sociétés value, ça va être des sociétés comme en France Danone ou Sanofi. En fait, c'est des sociétés qui n'ont pas une croissance énorme, mais par contre qui crachent du dividende, qui sont très solides. Donc,
Diversifier, c'est clé. C'est vraiment clé. Il faut le Savoir faire jouer la sécurité en même temps, Absolument. parier. Absolument. C'est-à-dire, c'est prendre ce qu'a à offrir le marché et en même temps limiter les risques. C'est-à-dire ne pas s'exposer juste à un ou deux ou trois actifs. Et en plus, aujourd'hui, vous avez des outils formidables pour faire ça, c'est les ETF. Les ETF, c'est encore une fois quelque chose qui n'existait pas avant, qui existe depuis quelques années, qui est accessible aujourd'hui à tout le monde. Grâce aux ETF, vous pouvez vous exposer au marché. Vous pouvez investir dans le CAC 40 ou le Nasdaq ou le S&P directement, sans avoir à acheter. Voilà, vous avez un risque qui est limité au risque de marché. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de chances qu'un marché tout entier crache plutôt qu'une action. Bah, surtout, le but, c'est pas de faire. Je ne vais pas vous parler vraiment de théorie financière compliquée, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que le portefeuille efficient pour un investisseur, c'est le portefeuille de marché. C'est très difficile de battre à long terme le marché. Très, très difficile. C'est-à-dire ce qu'on appelle le alpha, le fameux alpha. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, je vais la faire courte, hein, comme on dit, mais en gros, si tu fais toi-même ton portefeuille de société d'action, on va dire, tu peux battre le marché sur une année, 2 ans, 3 ans, c'est possible. Tu peux être bon, tu peux avoir de la chance et tu peux vraiment bien choisir tes actifs. Mais pour battre le marché à long terme, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est vraiment. Il y a juste les. C'est pour ça qu'on parle des grands hedge funds. Hein. Les grands hedge funds arrivent à le faire. Warren Buffett le fait. Donc c'est des gens qui ont une capacité, une expérience, des méthodes quantitatives qui font qu'ils arrivent à délivrer des performances exceptionnelles. Mais encore une fois, c'est une minorité. La majorité des gérants d'actifs ont beaucoup de mal à battre le marché. Hein. Oui. C'est-à-dire toi-même, en prenant ton actif, ton ETF S&P 500, franchement, tu le gardes à long terme, tu peux battre beaucoup de gestionnaires, hein, largement. D'accord. Voilà, oui, donc la diversification, c'est très important. Ok, merci. Alors j'aimerais savoir maintenant comment les taux d'intérêt influencent-ils l'économie. Les taux d'intérêt, ça a un impact fondamental sur l'économie et par ricochet les marchés financiers. Pour t'expliquer, aujourd'hui, on est dans une économie qui est basée sur la dette. C'est-à-dire que toutes les entreprises, beaucoup de ménages, les gouvernements s'endettent pour financer leurs investissements, pour financer leur train de vie, pour financer les dépenses publiques. Donc, tous les acteurs aujourd'hui d'une société, donc entreprises, ménages et gouvernements ou institutions, ou collectivités publiques, s'endettent. Et elles s'endettent contre le paiement d'un taux d'intérêt. Donc, elles s'endettent auprès des banques contre le paiement d'un taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt qu'elles payent est élevé, plus elles vont avoir tendance à moins investir, à moins dépenser et à moins consommer. Donc ça a un effet négatif sur l'économie. Quand on est dans un environnement de taux d'intérêt élevé, l'impact sur l'économie est souvent mauvais. Donc, et pour t'expliquer comment se fixe le taux d'intérêt, c'est qu'aujourd'hui les banques commerciales, donc en France, typiquement ça va être du BNP Paribas, de la Société Générale, ailleurs à l'étranger ça va être plutôt du HSBC et du Citibank, tous ces gens-là s'endettent auprès de la Banque centrale. En France, les banques françaises s'endettent auprès de la Banque centrale européenne, de la BCE, puisque nous sommes dans la zone euro. Plus le taux d'intérêt de la BCE augmente, plus le taux d'intérêt des banques augmente. Parce que les banques s'endettent auprès de la Banque centrale et à partir de cet endettement, elles prêtent de l'argent aux entreprises, aux ménages ainsi qu'aux institutions publiques. Et donc l'augmentation des taux d'intérêt des banques centrales a un effet d'augmentation des taux d'intérêt des banques commerciales et donc d'une baisse potentiellement des emprunts pour les institutions, les ménages et tout, et donc un ralentissement de l'économie. Donc ça peut être un ralentissement de la croissance, ça peut être dans certains cas même une récession, donc une baisse de la production. Et donc oui, ça a un effet un peu dépressif sur l'économie. Il faut savoir que les banques centrales, quand elles augmentent les taux d'intérêt, c'est pas par plaisir qu'elles le font. C'est pas parce qu'elles elles ont envie de gagner plus d'argent, c'est pas leur rôle de gagner plus d'argent. Les banques centrales sont soumises à aux États-Unis c'est 2 missions, en Europe c'est une seule mission. En gros, mais aux États-Unis et en Europe, c'est la même mission principale qu'elles ont en commun, c'est la maîtrise de l'inflation.
C'est très important la maîtrise de l'inflation. On ne laisse pas les prix s'envoler, on ne laisse pas les prix dérailler parce qu'on estime qu'une inflation qui est hors de contrôle, ça peut avoir un impact très très négatif sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, sur beaucoup de choses. Donc les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour justement maîtriser l'inflation. C'est ce qu'elles sont en train de faire depuis aujourd'hui, depuis quand même 18 mois, avec un effet qui est plutôt efficace, hein, même si on peut en discuter. Hein. Mais donc, cette baisse, cette hausse des taux d'intérêt va maîtriser l'inflation, mais va en même temps ralentir l'activité. C'est malheureusement l'effet négatif. Donc bien sûr, les taux d'intérêt, ça a un impact très important sur l'économie. Hein. On est dans une économie de dette, de toutes les façons, c'est une économie d'endettement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comment se crée l'endettement, l'argent de dette, c'est vraiment... Il faudrait faire toute une émission sur ça. Hein. C'est tellement... Malheureusement, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, alors que c'est la base de l'économie, du fonctionnement. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de tout ça. Hein. C'est pour revenir à l'éducation financière, là en l'occurrence c'est l'éducation économique. Il y a une méconnaissance totale, parce qu'on n'apprend pas ça au lycée, on n'apprend pas ça. Tu penses qu'on devrait enseigner l'économie déjà beaucoup plus tôt? Ah, c'est une très bonne question là ce que tu me poses. Moi je trouve qu'on a une culture économique en France je ne sais pas pour l'Europe, mais pour la France, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu as des gens qui pensent réellement que l'argent pousse dans les arbres, que on dépense. Non. Les gens n'ont pas conscience, par exemple, qu'on a un État qui est extrêmement endetté, qu'on a une dette publique colossale, qui est de plus en plus grande, qu'on vit au-dessus de nos moyens depuis des décennies. Tu vois, ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Évidemment, mais je pense que si tu fais un micro-trottoir et tu poses la question aux gens par rapport au déficit, par rapport à la dette, par rapport au taux d'intérêt, malheureusement, très peu de personnes vont pouvoir te répondre parce qu'ils n'ont pas la culture. C'est pas de leur faute, hein, il faut se passionner pour ces questions. Si t'es pas passionné, moi aussi je préférerais m'intéresser au dernier match du PSG qu'à ces questions-là. Mais ces questions-là c'est important. C'est hyper important. Et c'est le rôle de l'école. Normalement, c'est le rôle de l'école, au moins au lycée. On va pas apprendre le taux d'intérêt au collège, mais franchement au lycée, il pourrait y avoir des cours d'économie beaucoup plus poussé, évidemment, évidemment, parce que c'est hyper important et ça permet d'éclairer le citoyen. Donc ouais, pour revenir à ta question, le taux d'intérêt c'est fondamental, hein. Ça fait partie des éléments les plus importants par rapport à l'économie. D'accord. Quel est ton avis toi sur les influenceurs qui montrent leur vie à Dubaï, qui en Suisse, qui disent il faut investir maintenant, ça va gagner, achetez-moi ce bot, il va vous faire gagner énormément d'argent, vous rendre millionnaire. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ah, ça c'est une question... C'est une question extrêmement polémique, mais ouais, qui s'impose. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve ça lamentable. Franchement, je trouve ça lamentable. Je comprends pas pourquoi les autorités, à mon avis, devraient légiférer de manière beaucoup plus sévère. C'est compliqué, vu qu'ils sont pas forcément... oui, mais je comprends, mais même vis-à-vis des plateformes et tout... Enfin, c'est pas normal qu'on puisse à ce point abuser de la confiance des gens. C'est surtout des gens les plus fragiles. Hein. C'est souvent des personnes jeunes, des jeunes souvent issus de milieux défavorisés. C'est ce qui est encore plus, franchement, encore plus pitoyable. Hein, en fait, c'est qu'on s'en prend à des gens fragiles, en fait, qui sont un peu perdus, qui ont parfois des difficultés financières, des difficultés familiales. On va jouer sur cet état de mal-être pour leur proposer des projets absolument mirifiques, complètement bidons. Ce sont très souvent des arnaques. Hein. La plupart du temps, c'est des arnaques, c'est des scams. Et c'est absolument lamentable. Déjà, moi, je vous donne un conseil. Quelqu'un qui vous parle d'un revenu garanti ou d'un pourcentage de rendement garanti, c'est un escroc. Ne le suivez pas. Ça n'existe pas. Il y a le livret A qui est garanti. Oui, le livret A est garanti. Et encore, il peut avoir un effondrement de l'État français, je pense pas, mais on va dire que c'est le plus garanti. Quand le livret A vous dit que vous allez toucher 3 et quelques pourcents, vous pouvez être sûr que vous allez C'est sûr. Voilà, c'est sûr.
Il y a vraiment des livrets de banque qui sont aussi garantis. Il y a quelques assurances vie, et encore de moins en moins, où vous avez un revenu garanti, et encore, parce que vous avez plutôt un capital garanti. Le reste, comment on peut imposer C'est impossible. C'est impossible. Sauf à mettre en place ce qu'on appelle un Ponzi. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, ils vont vous proposer un produit, un bot, comme vous dites, qui va vous servir du 10% ou 15%, donc vous êtes tout content. Et en fait, comment ils vous rémunèrent? Ils vous rémunèrent parce qu'ils arrivent à trouver des gens comme vous à chaque fois. Donc vous allez toucher votre argent pendant 1, 2, 3 mois. À partir du 4e mois, vous n'avez plus rien. Et tout ce que vous avez mis a disparu. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous vous en rendez compte généralement quand vous demandez à retirer vos fonds, là vous voyez que c'est plus possible. Et il faut se méfier de ça comme de la peste. Déjà, il faut revenir un peu à un retour à la réglementation. En France, seul un conseiller en investissement financier, dûment enregistré auprès d'une association qui est agréée par l'AMF, par l'autorité des marchés financiers, peut vous donner un conseil en investissement financier. Il faut avoir un agrément pour donner des conseils. C'est déjà le BABA, c'est la base. Et même dans ce cas, vous pouvez tomber sur des conseils en investissement financier qui ne sont pas très... voilà, ça peut arriver, tout ça. Mais déjà, la base de la base, et vous pouvez vérifier un registre de l'ORIAS pour vérifier si cette personne est habilitée à vous donner des conseils en investissement financier. Après, vous faites confiance à des gens qui sont vous dites, comme vous dites, à Dubaï ou je ne sais où. Vous savez même pas où ils sont. La société, vous ne savez pas où elle est enregistrée. Elle peut être enregistrée dans un paradis fiscal. Elle peut être. C'est pas comment marchent non plus les revenus qui génèrent. Parce vous n'en savez rien. C'est des gens qui peuvent du jour au lendemain disparaître et vous ne pourrez rien faire. Voilà, c'est donc méfiance absolue. Ne pas croire en ça. Après, je vais porter comme toujours, il faut toujours être nuancé. Il y a des influenceurs. Il ne faut pas non plus jeter, comment dire, le bébé avec l'eau du bain. Il y a des influenceurs qui sont de qualité, qui vont vous donner des vrais conseils, qui ne vont pas vous vendre forcément quelque chose, ou alors qui vont vous vendre un peu des idées, qui vont faire de la formation, comme du le coaching. Dropshipping, Non, le dropshipping, je ne suis pas spécialiste de ça. Honnêtement, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Moi, je parle vraiment purement de l'investissement financier. Mais je parle vraiment des influenceurs en investissement. Il y a des influenceurs en investissement qui font un bon travail, qui font un travail de vulgarisation, de formation, de coaching, qui vont juste vous vendre du coaching. C'est leur droit. C'est pas vendre du coaching, c'est pas une escroquerie. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Au contraire. Donc, surtout quand c'est bien fait, que ça ne vous vend pas du rêve et tout. Franchement, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas, ça reste légal. S'ils le font de manière, on va dire, en respectant un minimum de règles, d'informations. Rationnel dans leur. C'est ça. Donc, je veux pas mettre tous les influenceurs dans le même bain. C'est absolument pas dans le même panier, comme on dit. C'est pas du tout mon but. Mais tous ceux qui vous vendent des bots ou des revenus garantis, méfiez-vous de ça comme de la peste. Vraiment. Et même plus généralement, en fait, c'est pas que propre à la finance, hein, mais on voit ça aussi avec tout ce qui est e-commerce et tout. Il y a beaucoup cette tendance à parler d'indépendance financière, de gagner son indépendance financière et tout. C'est pas, en fait, encore une fois, il est permis de rêver. Le rêve n'est pas interdit. Mais honnêtement, si la recette pour devenir indépendant financièrement se vendait sur Internet, ça ferait longtemps que tout le monde serait indépendant financièrement, que tout le monde serait riche. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est valable dans l'immobilier aussi. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui vendent. Je ne suis pas spécialisé du tout dans l'immobilier, donc je ne vais pas me permettre de parler. Mais c'est vrai que souvent, on voit des formations ou des groupes, enfin des influenceurs parler de voilà, achetez j'ai acheté mon 50e appartement et voilà, voici comment j'ai fait. Je dis pas que c'est forcément des escroqueries, hein, c'est pas du tout mon but. Ça peut marcher. Ça peut marcher, il y a des cas effectivement où ça peut marcher. Vous allez avoir des cas où il y a des gens qui ont une stratégie bien établie de long terme, pour qui ça a marché, et c'est tout à fait respectable. Mais, encore une fois, méfiance. Dans l'investissement, on ne gagne qu'à long terme, on ne gagne qu'en respectant une certaine stratégie, qu'en étant rigoureux, et c'est du long terme, c'est pas du court terme. Il ne faut pas croire qu'on fait des coups. On peut avoir de la chance. Pas en un mois. Voilà, on peut avoir de la chance, et surtout, il n'y a pas de revenu garanti.
comme disent les Anglais, there is no free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit, ça n'existe pas. Ça, le fait de payer quelque chose, d'avoir un bot et qui vous garantit un revenu perpétuel, franchement, ça serait trop simple. Ça serait trop simple, honnêtement. Tout le monde le ferait. Hein, donc, voilà. D'accord. Ben, merci.